Bonjour à tous, bienvenue au FEMAT. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le fameux François Larivière qui va venir nous parler de fractal. Merci. Je savais pas que j'étais fameux avant de venir, mais je suis content de l'apprendre. Donc, François Larivière, je suis étudiant en maîtrise ici. Et donc, comme Simon l'a dit, je vais vous parler de fractal. Donc, la question pourquoi je vous parle de fractal, c'est pour sa plus grande application en mathématiques, c'est-à-dire se retrouver sur des affiches d'événements. Si on regarde ici, c'est l'affiche du SUM en janvier prochain. Je vous encourage d'ailleurs à y aller, c'est super intéressant comme événement. Mais donc, la plus grosse partie de l'affiche, c'est pas le mot SUM, c'est pas les informations, c'est la belle fractale ici qui prend la moitié de la place. Donc vraiment, les fractales, c'est beau. Puis non seulement c'est beau, c'est le fun d'en parler parce que ça fait intervenir des concepts mathématiques super intéressants. Donc, pour parler de fractal, on va commencer par un ensemble qui va essayer de motiver un peu notre discussion. Donc, notre exemple, ça va être un exemple qui est souvent utilisé pour introduire un paquet d'affaires, c'est l'ensemble de Cantor. Donc, ensemble, on va construire l'ensemble de Cantor, regarder un peu qu'est-ce que ça fait dans la vie, puis après ça, à partir de ça, on va discuter des fractales. Donc, comment on construit l'ensemble de Cantor? Donc, je suis désolé pour ceux qui ont déjà vu ça au moins 10 fois, mais ça va faire une 11e, c'est toujours le fun. Donc, on commence avec juste l'intervalle 0,1. Et là, la première étape qu'on va faire, on va retirer le tiers au centre de l'ensemble. Donc, j'ai ici un tiers, 2 tiers, en supposant que c'est à l'échelle. Et je fais juste enlever le tiers du milieu. Parfait. Donc, ça, c'est mon ensemble de départ, je vais appeler C0. Ça, c'est mon ensemble à la première étape, C1. Je continue. De chacun des segments, je vais enlever le tiers au milieu. Donc, je vais avoir ici de 0 à 1 neuvième, de 2 neuvièmes à 1 tiers, et ici de 2 tiers à 7 neuvièmes et de 8 neuvièmes à 1. Ça, c'est mon ensemble C2. Et je continue ainsi jusqu'à obtenir tous les ensembles Cn pour des n aussi grands que je veux. Et donc, mon ensemble de Cantor, ça va être l'intersection de tous ces ensembles Cn-là. Donc, c'est les points qui sont dans l'intervalle 0,1, dans ces intervalles-là, dans les petits sous-intervalles, ainsi de suite. Cet ensemble-là est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de propriétés contre-intuitives, mais nous, on va s'intéresser seulement à quelques-unes d'entre elles. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une manière un peu plus écrire mathématiquement la construction de l'ensemble de Cantor. Parce que juste, j'enlève le tiers au milieu des segments, c'est semi-satisfaisant. Donc, on va regarder comment je peux obtenir ce bout-là ici à partir de ça ici. Avant de faire ça, on va donner des noms, par exemple, à nos ensembles. Donc, ça ici, la partie gauche du segment d'en haut, je vais l'appeler C1, 0. La partie droite, ça va être C1, 1. De la même façon ici, la partie gauche que j'obtiens là, ça va être C2. Donc, j'avais le 0 ici. Vu que c'est la partie gauche de C1, 0, ça va être C2, 0, 0. Ici, C2, 0, 1. C2, 1, 0. C2, 1, 1. Et donc là, la question, comment j'obtiens, par exemple, C1, 0 à partir de C0? Bien, C1, 0, c'est juste un intervalle de longueur 1 tiers. Donc, ce qu'on voit, en fait, j'ai juste pris l'intervalle 0, 1, je l'ai contracté d'un facteur 3, puis j'obtiens mon ensemble C1, 0. Donc, je vais écrire C1, 0, c'est simplement 1 tiers C0. Ça va jusque là. Maintenant, cet intervalle-là, bien, en fait, on voit que j'ai fait la même chose que pour lui, mais ensuite, je l'ai juste tassé de 2 tiers. Donc, C1, 1, c'est 1 tiers C0 plus 2 tiers. OK. On va faire la même chose pour les 4 ensembles ici en C2. Donc, C2, 0, 0, qu'est-ce que j'ai fait pour l'obtenir? Bien, encore une fois, C2, 0, 0, on peut voir que je l'ai obtenu de lui en faisant la même contraction de 1 tiers. Ici, mon bout à droite, c'est 1 tiers. Ici, c'est 1 neuvième. Donc, j'ai divisé par 3. Donc, ça, c'est 1 tiers. C'est 1, 0. Ensuite, c'est 2, 0, 1. Oups. Désolé. Ça devait être désagréable sur YouTube. Ah, merci. Ensuite, donc, ce bout-là ici, ben, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'est comme si j'avais contacté lui à 1 tiers. Parce que quand je contacte mon intervalle au complet, ça vient se placer ici. Et donc, ça ici, c'est comme une copie de ça, mais en plus petit. Donc, ça ici, C2, 0, 1, c'est simplement, en fait, 1 tiers de C1, 1. Maintenant, lui ici, C2, 1, 0,
Bon, c'est sûr qu'on a fait un tiers de quelque chose, parce qu'on fait tout le temps un tiers apparemment. Et, ben, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Ben, c'est comme j'ai fait un tiers de lui, puis lui, c'est que je l'ai tassé de 2 tiers. Donc, c'est 1 tiers, c'est 1 0 plus 2 tiers. Et, avec la même idée, c'est 2 1 1, c'est 1 tiers, c'est 1 1 plus 2 tiers. Et là, on se rend compte qu'en fait, pour obtenir tous ces sous-intervalles-là, je fais simplement intervenir 2 fonctions. La première fonction, que j'ai appelée f0 de x, c'est simplement x sur 3. Sa première, ça fait juste contacter de 3. Puis l'autre fonction que j'utilise, ben, c'est que je rapetisse de 3, puis je le tasse de 2 tiers. Donc ça, c'est ma deuxième fonction, f1 de x sur 3 plus 2 tiers. Et donc, je pourrais écrire tout ce que j'ai écrit là ici avec mes fonctions. Par exemple, C1, 0, c'est juste f0 de C0. Et C1, 1, c'est f1 de C0. Mais donc, C1, c'est quoi? C'est l'union de ces deux choses-là. Donc, C1, c'est l'union. Donc, c'est f0 de C0, union f1 de C0. OK. Maintenant, de la même façon, C2, c'est l'union de toutes ces patentes-là. Donc, C2, c'est F0, C0, 0, C1, 0, pardon. Union F0, C, C1, 1. Union F1, C1, 0. Union F1, C, 1. Et donc là, les fonctions, ces fonctions-là satisfont certaines propriétés en particulier, mais je pourrais écrire ça comme étant F0 de C1, 0, union C1, 1, et l'union de C. F de C1, 0, union C1, 1. Et donc, justement, ça ici, c'est quoi? Ça, c'est juste C1. Et donc, c'est F0 de C1, union F1 de C1. Et donc, en général, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que Cn plus 1, comment je l'obtiens? Bien, je l'obtiens simplement en appliquant ces deux fonctions-là à l'étape précédente. Cn plus 1, c'est juste F0 de Cn, union F1 de Cn. Et donc, ça, c'est une propriété super intéressante. Ça me donne une façon de construire mon ensemble de Cantor. Je pars d'un ensemble, dans ce cas-ci, je suis parti de l'ensemble de l'intervalle 0,1. J'applique mes fonctions, un certain nombre de fois, une infinité pour être précis, et je vais arriver à mon ensemble de Cantor. Donc, je peux écrire, dans le fond, d'une certaine façon, mon ensemble de Cantor, c'est la limite. Je vais mettre l'égal en parenthèse parce que c'est un égal louche, là. Parce que la limite, c'est louche. De grand Fn de C0, où grand F, c'est simplement l'union de F0 et F1. OK. Mais là, ça pose plusieurs questions. Si j'étais parti d'un autre ensemble que l'intervalle 0,1, est-ce que je serais arrivé au même ensemble de Cantor? Ça ici, la limite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est des ensembles. C'est quoi la limite d'un ensemble? Comment je peux travailler avec ça? Puis, ça ici, si mes fonctions étaient différentes, quand est-ce que je peux m'assurer que cette limite-là va exister? Qu'est-ce que ça me prend comme condition sur ma fonction f? Et donc, ça, c'est les questions auxquelles on va essayer de répondre maintenant. Et donc, quand on parle de limite, on doit se placer dans un certain contexte, c'est dans ce qu'on appelle des espaces métriques. Donc maintenant, je vais introduire qu'est-ce que c'est un espace métrique. Donc si X est un ensemble, et D, c'est une fonction qui prend deux éléments de X et qui donne un réel non négatif. On va dire que D est une distance sur X si on a les trois propriétés suivantes. Donc, je veux que la distance entre deux points soit 0 si et seulement si, en fait, c'est le même point. C'est-à-dire, je ne veux pas deux points différents qui ont une distance nulle entre eux. Ça serait louche. Deuxième, je veux que la distance entre x et y, ça soit la même chose que la distance entre y et x. Ça, sinon, ça va être bizarre. Et la troisième, c'est l'inégalité du triangle. On veut que la distance entre x et z soit plus petite ou égale à la distance entre x et y plus la distance entre y et z.
Ça fait juste dire, dans le fond, si je veux passer d'un point à un autre, ben, je suis mieux de ne pas passer par un autre point, ça va plus vite y aller directement. OK. Donc, si j'ai un ensemble avec une distance, c'est ce qu'on appelle un espace métrique. Et donc, dans un espace métrique, on peut parler de suite convergente. Donc, une suite, c'est quoi? C'est juste une suite d'éléments. C'est un peu niaiseux à dire, mais c'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite converge? Sans trop entrer dans les détails, ça veut dire que, je veux dire que ma suite xn converge vers x si mes points xn se rapprochent de x. Donc, quand n augmente d'une certaine façon, ma distance va finir par devenir très petite. Ma distance entre xn et x va devenir très petite. Donc ça, c'est l'idée de base d'une suite qui converge. Il y a un autre type de suite qui va nous intéresser. C'est pas les suites qui vont se rapprocher d'un point, mais c'est les suites dont les points vont se rapprocher entre eux. Ça, c'est ce qu'on appelle une suite de Cauchy. Ça, je vais l'écrire parce que c'est peut-être nouveau. Et donc, on dit une suite xn. Là, encore une fois, je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Est de Cauchy si ces points se rapprochent entre eux. Parfait. Et donc, il y a des espaces pour lesquels les suites de Cauchy, donc même si les points se rapprochent entre eux, ça ne veut pas dire qu'elles convergent. Ces espaces-là, on va les ignorer. Et donc, on dit qu'un espace est complet si toutes les suites de Cauchy convergent. Et nous, on va travailler dans des espaces complets. Donc, si je dis Cauchy, donc les points se rapprochent entre eux, ça veut dire que ça converge. Si je dis converge, ça se rapproche entre eux. C'est toute la même affaire. Parfait. Et donc, maintenant, moi, je m'intéresse à des limites de ce type-là. Je prends une fonction, je l'itère plusieurs fois, puis je vais arriver à un certain point. Mais donc, ici, si je continue à ma discussion, si je regarde, donc j'avais écrit Cn plus 1, c'est grand F de Cn. Supposons que je sais que la limite existe, puis que je la prends un peu naïvement. Donc, Cn plus 1, quand n tend vers l'infini, ça va tendre, mettons, ma limite c'est C, ça va tendre vers C. Et f de C, un peu naïvement, ça devrait tendre vers f de C. Et donc, est-ce que vous voyez quand j'écris là? Parfait. Et donc, si ma limite existe, je devrais avoir qu'elle satisfait C égale f de C. Ça, c'est un sujet super intéressant en mathématiques. Donc, un point qui satisfait une équation comme ça, C égale f de C, c'est ce qu'on appelle un point fixe. Théorie des points fixes a d'innombrables applications, mais en particulier, elle en a en fractal. Et donc, maintenant, on va voir quand est-ce que je peux garantir que j'ai un point fixe comme ça. Et donc, on a un théorème super intéressant que je vais prouver pour vous. C'est le théorème de point fixe de Banach, qui est un peu le premier théorème de point fixe auquel on est confronté d'habitude. Et donc, il dit la chose suivante. Si XD est un espace métrique complet et f qui est une fonction de x dans lui-même est une contraction. Je vais dire c'est quoi une contraction juste après. Alors, il existe un unique x dans x tel que grand f de x égale à x. Donc, si f est ce qu'on appelle une contraction, je vais revenir, elle a un unique point fixe, et même mieux que ça, le théorème de Banach nous donne une façon de trouver ce point fixe-là. Le théorème de Banach nous dit aussi que pour tout x0 dans x, peu importe où je pars, les itérations xn plus 1 égale f de xn convergent vers le point fixe. Donc ça, c'est super pratique. Ça, ce théorème-là me dit, parfait, prends un point, applique ta fonction une infinité de fois, ça c'est le bout difficile d'habitude, l'infinité de fois, et ben, tu vas finir par arriver à ton point fixe. C'est super pratique. Donc on va prouver ce théorème-là parce que la preuve est quand même... moi je l'aime, c'est moi qui fais la conférence. C'est moi qui décide. Donc, on est dans un espace métrique complet, donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de montrer que ça ici... j'ai pas dit c'est quoi une contraction. Je
je vais dire c'est quoi une contraction. Et donc, f est une contraction. Et juste avec la définition de contraction, vous allez peut-être commencer un peu à avoir l'idée de la preuve, d'où ce théorème-là il vient. Si on a que la distance entre f de x et f de y est plus petite ou égale à une constante fois la distance entre x et y, où ma constante k est plus petite que 1 strictement. Qu'est-ce que c'est une contraction? Une contraction, c'est une fonction qui rapproche les points entre eux. Et donc, l'idée, c'est justement, c'est de se dire, quand je vais faire mes itérations comme ça, mes points vont se rapprocher entre eux. Je suis dans un espace complet. S'ils se rapprochent entre eux, c'est Cauchy. Si je suis complet, c'est Cauchy, ça converge, donc ça converge. Et donc, c'est ce qu'on va voir rigoureusement. Donc, preuve. Si je regarde la distance entre deux points consécutifs, par exemple, j'ai regardé la distance entre xn plus 1 et xn. Bien, ça ici, comment on a défini xn plus 1 et xn? Bien, c'est juste en appliquant la fonction. Donc, ça, c'est la distance entre f de xn et f de xn moins 1. Et donc, f, c'est une contraction, donc je peux utiliser ça ici. C'est plus petit ou égal à une constante fois la distance entre xn et xn moins 1. Et donc là, je peux répéter le processus avec une induction. Et je vais voir que ça, c'est plus petit ou égal à k à la n fois la distance entre x1 et x0. Donc la distance du premier saut. Parfait. OK. Maintenant, si je regarde la distance entre deux points qui ne sont pas consécutifs, qu'est-ce que je peux faire? Là, je fais de l'effaçage intelligent parce que je vais utiliser ça. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je vais comme passer par les autres points intermédiaires. Donc, si je regardais, par exemple, la distance entre xn plus k, k, c'est peut-être pas un bon choix, xn plus j et xn, bien ça ici, par justement l'inégalité du triangle, c'est plus petit ou égal à, bien, je vais passer par tous les points intermédiaires. Donc, c'est la distance entre xn plus j, xn plus j moins 1, plus la distance entre xn plus j moins 1, xn plus j moins 2, je n'écrirai pas toutes parce que c'est long, plus la distance entre xn plus 1 et xn. Mais ça, eux autres, sont tous consécutifs. Puis pour les points consécutifs, on peut calculer leur distance. Donc tout ça, c'est plus petit ou égal à k à la n plus j moins 1 fois la distance entre x1 et x0, plus, je vais me faire de la place, k à la n plus j moins 2 distance x1 x0, et ainsi de suite jusqu'à k à la n distance entre xn plus 1 et x1 x0. Pardon. Parfait. Je vais mettre ce qui peut être mis en évidence. Donc, ça va être k à la n distance entre x1 et x0. Et qu'est-ce qui me reste? Fois k à la j moins 1 plus k à la j moins 2 plus 1. Et donc là, ici, vous reconnaissez peut-être une suite géométrique. Et donc, cette suite géométrique-là va être plus petite ou égale à la somme à l'infini. Et donc, ça, c'est plus petit ou égal à k à la n sur 1 moins k, distance entre x1 et x0. Et donc, maintenant, si je regarde, bien, quand n tend vers l'infini, ça ici, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Parce que k est strictement plus petit que 1. Et donc, ça ici, ça montre que peu importe c'est quoi les deux points que je tends, si j'attends assez loin dans ma suite, ils vont se rapprocher entre eux. Et donc, vu que mon espace x est complet, cette suite-là est de Cauchy, donc xn converge vers un certain x dans mon grand X. Et maintenant, par la définition de la suite, justement comme on l'a fait tantôt, on a que, donc on avait dit xn plus 1, c'est grand F de xn. Ouais? Donc si je prends la limite, quand n tend vers l'infini de xn plus 1, ça va être la limite quand n tend vers l'infini de grand F de xn.
Donc ça ici, c'est simplement x. Et là, ici, je vais rentrer ma limite à l'intérieur. J'ai le droit de le faire parce que vu qu'f est une contraction, en particulier continue, j'ai le droit de le faire. Donc c'est grand F de la limite quand n tend vers l'infini, xn. Et donc x égale grand F de x. Et donc ça montre que ma fonction a bien un point fixe. Parfait. Donc là maintenant, on a fait du travail. On a réussi à montrer que ça ici, déjà peu importe le C0 que je vais prendre ici, ça va avoir du sens, je vais toujours arriver à la même affaire, et ça va bien arriver à un point fixe comme on voulait. Maintenant, l'autre chose dont je veux m'assurer, c'est qu'ici, j'ai triché un peu. Ça ici, je travaille avec des points dans un espace métrique. Moi, mes fonctions, je les applique sur des ensembles. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que les ensembles de mon espace forment un espace métrique? Si la réponse était non, je ne serais pas là. Et donc, la réponse est oui. Mais il faut travailler un peu. Mais pas tant que ça. Et donc, justement, là, je vais définir ce qu'on appelle la distance de Hausdorff, qui est une distance entre des ensembles. Donc, si XD est un espace métrique complet, on définit grand H fancy de X comme étant l'ensemble des C, donc les ensembles de X, tels que C est compact. Compact, c'est un mot que j'ai pas envie de définir, donc compact, ça fait que tout marche. On va en rester là. Et donc, maintenant, j'ai défini un nouvel espace. Ce qu'il me faut, c'est une métrique. Donc, on va essayer de voir un peu. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a une distance entre des points. Je suis capable de calculer la distance entre x et y. À partir de ça, je suis capable relativement facilement de calculer la distance entre x et un ensemble A. Comment je vais faire ça? Mettons que je vous demandais de me donner la distance entre moi et les États-Unis. Ce que vous feriez, vous feriez juste prendre le point où je suis, regarder la façon la plus rapide d'aller aux États-Unis, puis dire, ben ta distance, c'est ça. Parce que dès que j'arrive aux États-Unis, je suis aux États-Unis, peu importe je rentre par où, tu sais. Donc, la distance, c'est un peu la façon la plus rapide d'y aller. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ici, la distance entre x et a, je veux dire que c'est le minimum. Là, juste encore préciser, d'habitude, c'est l'infimum qu'il faut mettre là, mais a est compact, fait que c'est un minimum, c'est bien le fun. Donc, c'est le minimum sur les points de mon ensemble A de la distance entre x et y. Parfait. Donc là, on a franchi une étape de plus. J'avais la distance entre deux points, maintenant j'ai la distance entre un point et un ensemble. C'est pas tout à fait ça que je veux. Moi, c'est la distance entre deux ensembles. OK? Mais donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, supposons maintenant que je vous demandais la distance entre les États-Unis et le Canada. Bien, vous savez, si j'étais à un point donné du Canada, vous pouvez me dire la distance aux États-Unis. Donc, ce que vous feriez, c'est probablement prendre la plus grande distance de ces points-là. Je vais pas dire n'importe quoi. Bon, ça marche moins bien parce qu'ils sont collés, là. Mettons le Canada puis le Mexique. Si j'étais à un point donné du Canada, vous pouvez me dire la distance au Mexique. Mais donc, ce que vous feriez, c'est me dire, ben, part du meilleur point du Canada pour aller au Mexique, puis ça va être ça la distance. Ça sert à rien de partir du pôle Nord pour se rendre au Mexique. Et donc, c'est ça qu'on va faire. On va dire que la distance entre deux ensembles A et B, ça va être le maximum, encore une fois, lire suprémum, sur les x dans B, de la distance entre x et A. Et donc là, la question, c'est ça ici, est-ce que c'est une distance? La réponse est pas tout à fait. Par exemple, si je regarde le cas suivant, le cas où ça, c'est mon ensemble B, est complètement inclus dans mon ensemble A. Donc, on va regarder pourquoi c'est pas une distance. Donc, on va calculer ici, c'est quoi la distance entre A et B. Donc, la distance entre A et B, je viens de l'écrire, c'est le maximum sur les x dans B de la distance entre x et A. Mais donc, si je prends un point dans B, B est inclus dans A, c'est quoi la distance entre x et A? Je suis déjà inclus dans A, donc c'est 0, je suis déjà là. Donc, ça ici, c'est le maximum de 0. Ça fait 0, ça. Et donc, j'ai que la distance entre les deux ensembles est 0. Mais c'était quoi la première condition d'une distance? C'est que si la distance est 0,
ben mes deux éléments sont pareils. Donc, il faudrait que j'aille A égale à B. Mais ici, A est clairement différent de B. Donc, ce n'est pas une distance. Mais pour essayer, il y a un moyen facile de le faire. On va définir donc, on définit la distance de Hausdorff, H, entre A et B, comme étant le maximum entre la distance entre A et B et la distance entre B et A. Parce que ce que j'ai montré, c'était pas le seul problème. Non seulement ça, c'est un problème, en plus, la distance n'était même pas symétrique. La distance entre A et B, c'était pas la même chose que B et A. Mais donc ça règle tous nos problèmes, et ça définit bien une distance sur l'espace de Hausdorff ici. Et donc là, on a un théorème que je ne prouverai pas, par exemple, qui nous dit la chose suivante, c'est quand même un théorème assez puissant. Si XD est un espace métrique complet, alors l'espace de Hausdorff muni de la distance h est un espace métrique complet. La preuve de ça sort un peu de ce que j'ai le goût de faire, donc on ne le fera pas. Mais donc, c'est quand même assez intéressant. À partir d'un ensemble, d'un espace métrique, on a pu se construire un nouvel espace métrique, un peu plus large, qui garde la complétude. La complétude, c'est quelque chose de super cool, là. Quand t'es complet, là, t'es mon ami. Donc, parfait, ben là, on a quasiment fini. Parce que là, si j'ai un espace métrique complet, ben, je peux appliquer le théorème de Banach si c'est des contractions. Puis, des contractions, ça veut juste dire rapprocher les points ensemble. Fait que, ben, on a fini, en fait. Et donc, maintenant, on va regarder justement un peu qu'est-ce que ça fait tout ça. En pratique, on va regarder des exemples, parce que je sais que la moitié est là pour les magnifiques images promises dans mon résumé. Malheureusement, la première ne sera pas magnifique parce que je vais la dessiner. Donc, on va regarder un premier exemple que je vais trouver dans mon papier. Supposons que je prends les fonctions suivantes. Donc là, on va monter un petit peu. L'ensemble de Cantor est en une dimension. On va monter à 2 dimensions parce que ça fait des dessins plus intéressants. Donc, je vais prendre 3 fonctions. Donc, la première, c'est juste, je réduis de moitié. La deuxième, c'est je réduis de moitié puis je tasse verticalement. Donc, 1/2 XY. Et je vais ajouter 0 1/2. Et la troisième, c'est 1/2 XY. Et je me tasse maintenant horizontalement. On va dessiner maintenant. Donc, ça ici, juste préciser, je ne l'ai pas dit. Ça ici, c'est ce qu'on appelle un système de fonctions itérées. Ce qu'on va faire, donc on a 3 fonctions. Puis ce qu'on va faire, c'est que je vais les appliquer répétitivement à un certain ensemble de départs. Et grâce au théorème de Banach, je vais arriver à un point fixe qu'on appelle l'attracteur du système de fonctions. Et ce point fixe-là est une fractale. OK, donc, on va essayer de le faire justement avec cet exemple-là. Donc, comme ensemble de départ, par exemple, je vais prendre juste le carré de longueur 1 et on va voir où ça nous amène. Parce qu'on sait, le théorème de Banach nous dit tu peux partir de ce que tu veux, tu vas toujours arriver à bonne affaire. Donc, si j'applique la première fonction à mon carré, la fonction qui est ici, qu'est-ce que ça va me faire? Bien, la première fonction, ça fait quoi? Je fais juste contracter de moitié. Donc, ça va me donner un carré, mais dont longueur 1/2. Donc, c'est simplement ça ici. Parfait. La deuxième fonction, c'est en fait, je prends ce que j'avais fait au début, je le tasse verticalement d'1/2. Donc, ça va me donner un carré. Vos yeux ne vous trompent pas, ce sont bien des carrés. Donc, on le tasse verticalement. Et la troisième, c'est encore, je reprends ça, mais je le tasse d'1/2, cette fois-ci à droite, plus verticalement. Donc, si ça ici, c'était mon ensemble C0, par exemple, ça ici, la réunion de tout ça, ça serait C1. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On réapplique C1. Et on réapplique nos 3 fonctions à C1 maintenant. Donc, la première chose, c'est je contracte. Donc, c'est encore... La première fonction, c'est vraiment je prends mon image, puis je la fais rentrer dans le carré 1/2. J'ai 1/2, 1/2. Et donc, ça fait à peu près comme ça. Ça, c'était un petit peu trop laid.
c'est mieux. Parfait. Ensuite, la deuxième, c'est je prends ce que j'ai fait, je le montre en haut. Ouais. Et la troisième, c'est je le tasse à droite. Parfait. Et donc, c'est quoi maintenant mon C2? Et là, il faut faire attention, parce qu'au milieu, il n'y a rien. OK. Je vais appliquer une dernière fois, parce qu'après ça, ça va devenir trop petit pour que je le dessine de façon pertinente. Donc, je prends tout ça, je le rentre dans un carré une demi. À peu près, là. Ensuite, je le tasse en haut. Et je le tasse à droite. Et il ne faut pas que j'oublie le trou milieu qui est ici. Il y a la même chose ici et ici. Et donc, c'est quoi mon ensemble? C'est ça ici. Et donc, si vous continuez une infinité de fois, il y a des gens qui ont le temps, mais pas moi. C'est quand même juste 50 minutes ma présentation. Et donc, si on continue, vous allez arriver à peu près. Mais en fait, si vous le faites une infinité de fois, vous arrivez exactement, mais à ça ici. Donc, en fait, c'est ça. Donc, ça serait comme la première étape. Et ensuite, on fait juste comme enlever les triangles de cette forme-là partout à l'intérieur. Donc, comme c'est ici, comme c'est ici. Donc, ce qui reste, c'est ça ici. C'est ça ici, c'est un triangle de Sierpinski un peu couché sur le côté, là. Et donc, ben c'est ça. C'était le premier exemple. Et là, je suis sûr que comme moi, vous êtes tanné que je dessine. Et donc, on va regarder ensemble quelques belles images. Ça, c'est pas ça que je voulais. Je vais descendre l'écran. Ouais. OK. Donc, juste parce que l'ensemble de Cantor dessiné en une dimension n'est pas super intéressant, en haut à gauche, on a la poussière de Cantor. En fait, c'est comme si je faisais comme un ensemble de Cantor de chaque côté. C'est comme si je faisais un ensemble de Cantor avec un carré au lieu d'une ligne. Donc, ça va me donner ça ici en haut. À droite, c'est le triangle de Sierpinski, qui est ce que j'ai dessiné, mais redressé. Donc, ici, comment on fait? On réduit de moitié. Donc, ça, c'est la première fonction. C'est on prend toute l'image, on la réduit ici. Ensuite, la deuxième, si on la réduit, on la met en haut. Et la troisième, si on la réduit, on la tasse. Ça ici, c'est le flocon de Koch, qui est un petit peu plus fancy à faire, mais en fait, c'est que le truc, c'est que c'est trois fractales collées une à côté de l'autre. La première est ici, la deuxième est là, puis la troisième est ici. Et ça, c'est des fractales en une dimension qu'on colle. Donc ça, c'est les premières qu'on regarde. Ensuite, on a d'autres belles. Donc ça ici, c'est une spirale. Et donc là, ici, c'est moins évident un peu c'est quoi les fonctions qu'on a pris et on a pris combien de fonctions. Donc, à votre avis, pour les spirales, donc ce qui est intéressant, je précise, c'est ce qui est en jaune. Donc, ça a pris combien de fonctions pour faire ça? Donc, par exemple, pour le triangle des Sierpinski, il y avait 3 fonctions. Pour l'ensemble de Cantor, il y avait 2 fonctions. Ici, ça prendrait combien de fonctions d'après vous? Si quelqu'un veut essayer un guess. Une. Si ça se fait en une, je ne sais pas comment. Moi, je l'ai fait en 2. Donc, la première, c'est simplement de réduire la grosse spirale puis de la tasser ici. Et la deuxième, c'est de faire une rotation en réduisant un peu. Ensuite, maintenant, ici, on en a une autre belle. Ici, on voit un peu plus il y a 3 fonctions ici. Souvent, le nombre de fonctions représente un peu le nombre de branches, si on veut, là. Donc, la première, c'est comme de réduire, tourner ici, réduire, tourner à droite, ainsi de suite. Et la prochaine, je l'aime encore plus parce que là, justement, on a mis en couleurs différentes les résultats des différentes fonctions. Donc ici, par exemple, en jaune, c'est le résultat de la première fonction, en rouge, la deuxième, puis en vert, la troisième. Et donc ça ici, elle est appelée par certaines personnes la fractale des 3 chiens.
parce que ça ressemble à des chiens. Si vous regardez de loin avec les yeux un petit peu fermés, là. Mais celle-là, par exemple, est beaucoup plus belle. Celle-là s'appelle 3 dragons, puis elle a fait là, un peu plus de dragons que les chiens. Là. Mais donc, c'est encore super intéressant de voir l'effet des 3 fonctions. Puis on voit bien justement qu'ici, par exemple, c'est juste, on a réduit, puis on a comme flippé. Ici, on a réduit, on a tourné un peu, même chose en haut. Et donc là, quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'avais promis des magnifiques images, puis je trouvais ça beau, mais pas assez. Puis donc souvent, quand on parle de fractal, on voit plus des images comme ça. Mais ça, en fait, c'est juste tricher un peu, parce que ce qui la rend belle, c'est la couleur, là. On va se le dire. Là. Mais donc, ça ici, on voit un peu encore l'effet de l'autosimilarité. Donc, on a encore à l'intérieur, on voit bien les copies de l'image. Et si vous aimez les belles images, juste pendant qu'on est sur le sujet, l'ensemble de Mandelbrot, qui est une fonction, une fractale extrêmement connue, super étudiée, qui est très belle aussi. Et si vous allez sur, si vous écrivez CGI Mandelbrot Explorer, genre dans Google, c'est super le fun. Vous pouvez aller zoomer sur des parties de l'ensemble de Mandelbrot, puis là, justement, ça va révéler encore plus de fractales qui sont cachés un peu. Donc là, il me reste 10 minutes, c'est donc parfait, parce que je veux parler d'autre chose. Donc là, on a un peu... on a eu du fun, on a regardé de belles images, mais là maintenant, supposons que vous voudriez construire des fractales vous-même. Mettons que je veux rallumer la lumière de ça. Ah oui, c'est un gros bouton. Il était trop facile à rater. Donc, supposons par exemple que je veux me faire une fractale, que je veux prendre une image, parce que donc, juste rappeler, au début, j'ai mentionné que toutes les affiches de maths contiennent des fractales. Puis là, je suis sûr que vous allez trouver une affiche, ou même vous allez vous faire une affiche de maths avec rien d'écrit dessus, vous allez faire « Ah, regarde, c'est pas une fractale ». Mais turns out, en fait, c'est une fractale parce que on peut fractaliser, ça c'est moi qui viens d'inventer un verbe, toutes les images. Et donc, justement, on va regarder rapidement comment. Supposons, et là je vais tricher un peu, des images avec des pixels, c'est plus facile. Supposons, OK, j'ai un certain tableau ici. Donc ça, c'est mon image, avec une très basse résolution, mais si on recule de 10 ans, ça ne nous dérangeait pas tant que ça. Puis donc, supposons que j'en ai un certain nombre de ces pixels-là qui sont allumés, d'autres pas. Donc, par exemple, ça pourrait être... on va faire comme une espèce de maison pas super belle. Donc, on veut pas tomber par terre et faire une fractale qui va représenter cette maison-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut compresser notre image, parce que je rappelle l'idée des systèmes de fonctions itérées, c'est toujours on va compresser l'image, puis la tasser où ça nous tente. Bien là, on va compresser l'image, puis où est-ce que ça nous tente de la tasser? Bien, ça va être, par exemple, justement, mes pixels allumés. Donc ici, je vais compresser mon image, puis je pourrais l'envoyer soit juste sur un carré, soit sinon sur, par exemple, ce rectangle-là ici. Je peux faire la même chose, compresser, l'envoyer là. Même chose ici, même chose là. Donc, on voit qu'avec des systèmes de fonctions itérées, on peut facilement créer des fractales qui veulent dire quelque chose. Bien, en fait, on peut créer des fractales pour dessiner ce qu'on veut. Par exemple, je regrette un peu d'avoir monté mon tableau. On pourrait, si on voulait faire un petit peu de pub pour le climat, c'est pas ça le bouton que je veux, mais... Et ça allume toujours pas. Il y a eu un son, mais il ne se passe rien. Ce sera pas long. Ça pète un petit peu mon timing. Mais donc, supposons qu'on voulait faire un peu de pub gratuite pour le Club Math, on pourrait écrire Club Math en fractal. Et donc, on voit justement l'idée que je disais. Ce que j'ai fait,
parce que c'est moi qui l'ai fait. J'ai pris mes lettres puis je les ai découpées en rectangles. Par exemple, pour le C, j'ai un rectangle ici, un rectangle vertical, un rectangle en haut. Donc, chaque rectangle, en fait, c'est l'image Club Math. Puis même si je pouvais zoomer un peu plus, mais je peux pas, j'ai essayé. C'est vraiment laid. Chaque, ici, par exemple, le U ici du Club Math, ben chaque ici est écrit Club Math, ici est écrit Club Math, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le Club Math en fractal. Et donc, sur ce, je vais conclure ma présentation et vous dire merci pour votre écoute.